21h45, heure Alger, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. C'est donc un samedi de protestation au Maroc où des centaines de citoyens ont répondu présents à l'appel du Front social du pays pour exprimer leur ras-le-bol quant à la cherté de la vie. Ces manifestations ont marqué plusieurs grandes villes du pays et ont été placées sous le slogan « La lutte continue contre la vie chère ». Pour rappel, le Front social marocain se compose de plus de 45 syndicats, associations et autres mouvements sociaux. Le comité social qui regroupe des organisations syndicales et politiques a appelé à des sit-ins de protestation ce 8 avril pour que tout le monde puisse s'exprimer son rejet de cette politique et mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour faire face à la cherté de la vie et penser à d'autres politiques et approches. Et cette situation inquiète de plus en plus les défenseurs des libertés marocains. Dans une déclaration au site Afrique-Info, l'opposant marocain Hicham Redaoui tire la sonnette d'alarme quant à la conjoncture que traverse le royaume. Selon lui, il est marqué par la corruption et l'endettement et la marginalisation du peuple marocain. Je vous propose de l'écouter. Le Maroc se dirige vers la suppression des PME pour les remplacer par des projets sionistes. Maintenant, le paysage est très clair. Le Maroc se dirige vers la privatisation à tout va. En d'autres termes, tout vendre aux étrangers. Le citoyen n'a que se préparer à payer les dettes qu'il attente de la Banque mondiale. Ce même citoyen auquel on a tenté de faire croire que son ennemi numéro 1 est le peuple frère algérien, alors que le véritable ennemi du peuple marocain est la monarchie et la bourgeoisie qui l'entourent. Aussi, je pense que ces protestations sont tout à fait naturelles et elles risquent d'empirer avec la décision de l'OPEP+, qui va faire grimper les prix de l'énergie et tous les produits de consommation au Maroc, ce qui conduira certainement vers une révolution d'affamés qui précipitera la chute de cette monarchie. Dans le dossier libyen, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le chef de la mission d'appui des Nations Unies dans le pays, Abdoulaye Batili, a salué la réunion du groupe comité militaire mixte 5+5 et les commandements des unités de sécurité et militaires. La rencontre du dit comité s'est déroulée hier vendredi à Benghazi. Lors de son discours d'ouverture de la réunion, Batili estime que la poursuite du dialogue permet de renforcer la confiance et les échanges des points de vue sur la manière de fournir une base solide à un règlement politique de la crise libyenne en créant un environnement propice à la tenue d'élections libres et équitables en 2023. Et au Rwanda, l'épreuve du souvenir était au rendez-vous lors de la commémoration ce 7 avril 2023 du 29e anniversaire du massacre des Tutsis entre avril et juillet 1994. Le pays des 1000 collines va être traversé par une folie meurtrière sans précédent. Quelques 800 000 Tutsis vont être victimes du génocide. Souhila Akilel revient sur ces tragiques événements qui auront marqué l'ensemble du continent africain. Les faits se déroulent entre avril et juillet 1994. Plus de 800 000 personnes sont massacrées. Les Hutus, ethnie majoritaire au pouvoir depuis l'indépendance du Rwanda, organisent sous le regard complice de la communauté internationale une tuerie de masse visant les Tutsis et tout autre Rwandais, ambassadeurs de l'espoir et du vivre ensemble. Les rivalités funestes entre Hutus et Tutsis ne sont pas nouvelles dans le pays, ni même dans la région. Elles sont l'œuvre de l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Comme ailleurs dans ses colonies, s'est appuyée sur la politique du diviser pour mieux régner, afin d'imposer son hégémonie. Une stratégie qu'elle maintiendra d'ailleurs même au lendemain des indépendances et fera de la richesse des peuples des identités meurtrières. Si la guerre civile au Rwanda débute en 1990, elle se jouera en deux actes. D'abord, l'affrontement entre l'armée, le Front patriotique rwandais d'un côté, et de l'autre, les forces armées rwandaises, armées régulières de l'époque, fortement soutenues par la France. Cette étape se soldera par la signature des accords d'Arusha, après plus d'1 an de négociations intenses entre les belligérants. Mais la propagande de la radio des 1000 collines et l'assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana en avril 1994 vont sceller le sort du pays et le plonger dans les pires 100 jours de son histoire.
Le 7 avril 2023 marque la 29e année de la commémoration du génocide Tutsi. Et comme chaque année, le président a allumé la flamme du deuil à l'aide d'une torche ayant parcouru le pays depuis 3 mois. Celle-ci devra y brûler durant les 100 jours qu'a duré le massacre. Si le génocide a marqué l'histoire du Rwanda et au même titre celui de l'humanité, il aura également scellé le sort de l'ensemble de la région des Grands Lacs et révélera qu'au nom des intérêts, les vies africaines comptent peu. 29 ans plus tard, les cicatrices et blessures des Rwandais sont encore ouvertes. Le défi reste le même, faire vivre la flamme de l'espoir, de la résurrection et du vivre ensemble. Et à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à poursuivre la lutte contre les discours de la haine et à s'opposer à toute forme d'extrémisme dans le monde entier. Je vous propose de l'écouter. Ensemble, soyons fermes contre la montée de l'intolérance. Soyons vigilants et prêts à agir et honorons pleinement la mémoire des Rwandais qui sont morts pour construire un avenir fait de dignité, de sécurité, justice et droits de l'homme pour tous. L'entraide, la solidarité, des valeurs sociales érigées en constante nationale pour le peuple algérien. Et durant le mois sacré de Ramadan, ces expressions se multiplient, même si les iftars collectifs restent les plus prisés par le peuple algérien. Safouane Ben Sabri nous raconte un de ces événements au cœur de la capitale du pays. Alger, place Maurice Audin, quelques minutes avant l'appel à la prière pour la rupture du jeûne, les rires des enfants, les odeurs des mets traditionnels embaume le cœur de ce quartier mythique d'Alger. Cette effervescence est celle du coutumier iftar collectif, une tradition qui se perpétue depuis plusieurs années désormais. Comme vous pouvez le voir, toutes les familles algériennes sont ici présentes pour partager le même esprit du mois sacré. Nous avons bénéficié de facilitations de la part des autorités de la wilaya ainsi que des forces de l'ordre. Nous remercions aussi les citoyens pour leur esprit de convivialité. Ils étaient quelques 2500 citoyens et citoyennes, petits et grands, à avoir répondu présent et avoir pris d'assaut la rue de la capitale pour cette communion, symbole de leur attachement et de la convivialité typiquement ramadanesque. Je suis venue justement pour passer un moment en famille, parce que c'est vrai qu'en France on a un peu l'odeur du ramadan, mais c'est pas comme dans son pays. Et aujourd'hui je pense que c'est l'occasion idéale pour juste... Cette édition algéroise du traditionnel iftar collectif n'a d'ailleurs pas manqué d'attirer les touristes étrangers. Ici en Algérie, vous avez cet esprit de communauté et de fraternité. Vous vous rencontrez et partagez un repas tous ensemble. On n'a pas vu ça ni en Grande-Bretagne ni en Europe. Riche de ses plats, la table du ramadan algérien est avant tout une table qui se vit en communauté, ravivant solidarité et convivialité pour le plaisir des yeux, des papilles et du cœur. Madame, Monsieur, c'est sur cette note positive que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour Cap sur l'Afrique consacré ce soir au dossier libyen. Excellente soirée sur Al24 News.